Accord, désaccord avec Guillaume Durand sur Radio Classique et Paris Première. Alain, donc ces pathologies françaises, elles tournent presque, j'allais dire, à la schizophrénie, parce que vous disiez, enfin c'est moi qui vous le faisais dire, mais c'est parce que je vous ai lu, que fondamentalement pendant des années, la France a été une sorte de paradis politique des grands hommes, pendant des siècles, des types surdiplômés, qu'il s'agisse de la monarchie des différentes républiques. Et maintenant, dites-vous, c'est le purgatoire, voire pire. Écoutez, il suffit de regarder ce que les Français eux-mêmes en pensent. Les Français n'ont jamais été aussi méprisants vis-à-vis du personnel politique, n'ont jamais été aussi sceptiques vis-à-vis du fonctionnement de la démocratie, n'ont jamais été aussi critiques vis-à-vis du type de société dans laquelle ils vivent. C'est un échec phénoménal de la politique. Et alors que la France a été le paradis des grands débats politiques. J'ai relu ça pour mon livre. Les grands débats parlementaires du 19e siècle étaient d'un brillant totalement inimaginable aujourd'hui. Aujourd'hui, une phrase de Clémenceau, si ma mémoire est bonne, à propos de Tardieu, où il dit il part s'abstenir parce qu'il quitte un... Ah oui, non, de Poincaré. De Poincaré, oui, oui. Ce qu'il faut la vacherie extraordinaire, il y avait à la fois des discours formidables, il y avait des bons mots, il y avait... Puis tout se passait au Parlement. Bon, aujourd'hui, le Parlement, honnêtement, n'a plus un grand intérêt, y compris pour ceux qui y siègent. Mais c'est pas seulement ça. C'est que la France est en panne d'idéologie. Parmi les candidats d'extrême à l'extrême droite, qui peut dire j'incarne vraiment un projet de société différent? Personne ne peut dire ça. Je vais vous évidemment jeter donc en pâture un nom, puisque vous expliquez justement que pour des raisons que tout le monde connaît, à savoir l'attirance du privé, l'attirance de l'argent, l'attirance des carrières, la disparition évidemment d'une véritable relève qui soit au niveau de ce qu'était par exemple François Mitterrand ou Valéry Giscard d'Estaing, et le nom c'est Macron. Oui, Macron est un atypique. Le fait d'être venu, c'est quelqu'un de brillant, c'est quelqu'un d'intéressant. Ça signifie pas que ce soit forcément quelqu'un de moral. Non, c'est l'exception. Il y a toujours des exceptions, évidemment. Mais quelqu'un de brillant quittant le secteur privé pour venir dans le secteur public, il y avait du mérite. Mais dans un cas comme ça, on pourrait se dire, les Français étaient des gens simples, naturels, on se dirait, ils sont reconnaissants à quelqu'un de diviser son revenu par 10 pour aller faire de la politique. Eh ben, pas du tout. Leur réaction, c'est de dire, ça, c'est un riche. J'ai une question sur Macron qui est quand même assez, je sais pas si elle est pertinente, mais qui a une véritable interrogation. Pour employer une métaphore liée au gangstérisme, on a l'impression qu'il s'organise pour une sorte de braquage de l'ensemble de la société politique pour 2017, tout en ne disant jamais qu'il veut s'engager en politique. Alors moi j'ai une thèse à propos de Macron, c'est que il croit qu'il est en train de lancer une OPA sur la société politique, et en réalité, il est en train de s'adresser à la société civile. Et ceux qui l'intéressent, ceux qui l'écoutent, ceux qui le suivent, ce sont pas du tout des politiques, c'est pas du tout l'embryon d'un parti, ce sont des gens de la société civile qui s'intéressent à lui. Mais justement, je pense que c'est une fausse route. Parce que vouloir se présenter... Parce qu'il y a des gens qui disent finalement il est en train... Non mais je vous dis, je pense que c'est une fausse route. C'est intellectuellement intéressant, c'est peut-être d'ailleurs socialement utile qu'il y ait des tentatives de ce genre, mais au lieu d'essayer de fédérer au sein de la société politique qui s'adresse à la société civile, et la société civile, ça n'est pas une campagne électorale. Dont vous parlez beaucoup dans le livre, c'est-à-dire qu'il aille atterrir à Lyon chez Gérard Collomb. Non, ça s'il veut être maire de Lyon, c'est autre chose. À partir du moment où vous êtes maire de Lyon, vous êtes quand même dans une position comme tous les grands maires. Juppé, Bordeaux... Vous avez tout à fait raison, mais c'est pour 10 ans plus tard. Le temps de s'installer, le temps de prendre pied, le temps de s'enraciner. Alors, il faut 10 ans. Je crois il est important d'écouter des voix, ce meeting de Strasbourg, avec, par exemple, les attaques contre Alain Juppé, les attaques contre la gauche classique, les attaques contre Nicolas Sarkozy, et la réponse de Nicolas Sarkozy, qui était notre invité hier. On écoute les deux, Macron puis Nicolas Sarkozy. Peut-on imaginer sérieusement commander aux destinées du pays, se présenter même au suffrage des Français, alors qu'on a délibérément dépassé le plafond des dépenses autorisées pour sa campagne? Qu'a fait M. Macron? Quelle est la décision qu'il a prise 2 ans ministre des Finances? Aucune. Qu'est-ce qu'il a fait lorsqu'il était le collaborateur de François Hollande? Préparer la pire politique économique qu'on ait jamais connue. M. Macron donne des leçons. Très bien, c'est son droit. Vous savez ce qui arrive aux donneurs de leçons? En général, ça leur revient dans la figure. 2 secondes montrent bien que celui qui a été nommé par François Hollande et qui mange la main qui la nourrit, c'est pas un comportement extrêmement novateur.
Voilà les propos de Nicolas Sarkozy. Vous écrivez dans le livre Les pathologies françaises, donc politique française chez Plomb. Nicolas Sarkozy a fait en 2007 la plus brillante carrière, la plus brillante campagne politique, celle de 2007. Est-ce qu'il est dans la nasse ? En tout cas, il fait pas la plus brillante campagne de 2016, ça c'est bien clair. En 2007, ce qui était exceptionnel, c'est que il avait su créer autour de sa tentative une espèce de fébrilité, d'enthousiasme, d'électricité. Il se passait quelque chose, et que c'était, effectivement, vous avez raison, que c'était une campagne ouverte. Aujourd'hui, c'est une campagne fermée. Et c'est une campagne, d'ailleurs on l'entendait, c'est une campagne teigneuse. Bon, ça plaît à une partie des Français, bien entendu, mais ça plaît à une partie des Français qui n'est pas extensible. En 2007, c'est la logique de le sous-texte, comme on dit dans le théâtre, c'est la logique de la primaire. La primaire se gagnera avec les partisans, peut-être avec des voix du Front National, et après on rassemble. En 2007, il a gagné sur une campagne d'ouverture. En 2012, il a perdu de peu, mais il a perdu sur une campagne de fermeture. Et là, il a choisi non pas la campagne d'ouverture qui avait gagné, mais la campagne de fermeture qui a perdu. Je trouve que c'est s'enfermer soi-même dans des limites trop exiguës. Est-ce que vous considérez, comme l'écrivent une bonne partie des journaux ce matin, à quelques heures de l'émission d'Alain Juppé, c'est une interrogation par exemple du Parisien, qui se dit, et s'il avait déjà tout gagné ? Non, on n'a jamais tout gagné. On n'a jamais tout gagné 6 mois avant. On ne sait pas ce qui va se passer. Disons que autant Nicolas Sarkozy traverse une très mauvaise passe, et peut-être pire, autant Alain Juppé est au contraire dans la meilleure des situations aujourd'hui, mais la campagne ne fait que commencer. Il va y avoir les débats à la télévision, il va y avoir la fin de la primaire, il peut se passer encore 10 choses. Disons qu'aujourd'hui, c'est Alain Juppé le mieux placé, mais ça c'est une évidence arithmétique. Et il n'a pas commis d'erreur. Je voudrais vous poser un certain nombre de questions parce que vous disiez qu'il s'agissait des pathologies françaises. Je relevais ce qu'on pourrait considérer comme des schizophrénies françaises. Alors, c'est une réponse globale qui sera nécessaire parce qu'il y a tellement de sujets. La France est le pays du discours égalitaire, tout le monde le sait. Égalitariste. Égalitariste, oui, c'est pire. Et en fait, la caste dirigeante française n'est pas du tout égalitaire, vous le soulignez vous-même. Elle est même de plus en plus fermée. Voilà, l'école française est une catastrophe d'inégalité. Je prends un autre exemple justement de schizophrénie. Vous parlez du lamento perpétuel, c'était mieux avant, enfin disons tout ce qui vient. Le déclinisme. Le déclinisme, Bavrez, Zemmour, qui sont des héritiers lointains de Maurras, et en même temps vous dites... je ne dis pas que Bavrez est un héritier de Maurras. Hein. Mais en même temps vous dites les Français, ils sont à la fois dans le lamento, et en même temps sur leur demande de déménager et quitter leur pays, jamais ils adorent la France. Vous expliquez que c'est un pays qui finalement élit des gens brillants et leur concocte des révolutions dès qu'ils sont arrivés au pouvoir. On prend l'exemple de 95, qui a été après 68 la plus grande explosion sociale. Donc il y a quand même une schizophrénie dans le pays. Vous avez une formule pour ça. Je vous reprends parce que il faut vous lire. C'est une machine à explosion, la France. Écoutez, d'abord, l'instabilité française, des Français, là il ne s'agit pas de la classe politique, il s'agit des Français, est une évidence, puisqu'on a eu 15 régimes en 2 siècles, ce qu'aucun pays au monde n'a eu. Si on a eu 15 régimes, c'est qu'il y a eu 15 soulèvements, 15 rejets. Bon, 15 rejets en 2 siècles. Il nous faut l'explication. Mais l'explication est dans la tête des Français. Les Français sont des gens contradictoires, mais ça on le sait notamment depuis Tocqueville. C'est des gens, Tocqueville dit, ce peuple brillant et dangereux. C'est vrai, il est brillant et dangereux. Il est brillant parce que on a largement inventé la politique, parce qu'on l'a pratiqué souvent avec brio, y compris les électeurs. Et en même temps dangereux parce que nous sommes farcis de contradictions. Les Français sont orgueilleux de la France. Ils ont raison d'être orgueilleux de la France. Et en même temps, ils sont toujours en train d'expliquer qu'on est en plein déclin, que le monde entier nous en veut, que la société dans laquelle on entre, la mondialisation, l'Europe, c'est tellement dangereux. Les Français sont des grands révolutionnaires intellectuellement, mais dès qu'on touche au moindre statut, au moindre corps, immédiatement, c'est le soulèvement et le rejet. C'est une maladie, mais c'est ce que je vous dis. Pourquoi est-ce que j'ai appelé ça des pathologies ? Bien sûr que c'est une maladie. Enfin, vous, par exemple, tout le monde sait très bien que... Mais est-ce que la maladie n'est pas, pardonnez-moi là, mais est-ce que la maladie n'est pas la contradiction que vous soulignez aussi, finalement, entre un peuple qui a une passion politique et en même temps qui thésaurise et qui ne pense au dernier moment qu'à quoi ? Qu'à limiter la casse pour son argent ou ses intérêts. Pour moi, le fond des choses, mais vraiment le fond des choses du tempérament... Pour ça que vous êtes là. Pour moi, le fond des choses du tempérament politique français, c'est que les Français
adorent la nouveauté et ont peur du changement. Ils adorent la nouveauté, on leur propose une tête nouvelle, Macron. On leur propose une idée nouvelle, mettons le revenu minimum universel ou des choses comme ça. Et immédiatement, ils foncent, ils sont passionnés. On entre dans les détails et on dit... Mais pour cette idée qui vous plaît tellement, on va être obligé de remettre en cause ceci et cela. Immédiatement, lever de bouclier universel. Immédiatement, l'histoire de la loi travail, qui au départ voulait être novatrice, qui à l'arrivée était pratiquement insignifiante, c'est parce que les Français qui étaient pour au départ, dès qu'ils ont su concrètement ce que c'était, ont immédiatement été contre. Il y a à la fois un progressisme intellectuel et un conservatisme social. J'ai 2 questions et on a déjà terminé, donc ça va être très compliqué, mais vous avez le sens de la concision. Marine Le Pen au 2e tour, c'est une évidence pour vous? C'est une probabilité, oui. Triste, mais probable. Et le fait qu'elle puisse gagner? Non. Aucune chance. Enfin, Comme les régionales. aucune, on peut jamais dire aucune. C'est vous l'oracle. Mais non, si vous me demandez mon avis, non. Je pense que... Et la dernière chose qu'il faut être le plafond de verre existe toujours. Puisque vous êtes d'une certaine manière notre doyen, mon cher Alain, la responsabilité que nous avons, nous les journalistes, dans, je vais employer un mot vulgaire qui n'est certainement pas le vôtre, mais qui est parfois le mien, dans le bordel que vous venez de décrire, que vous appelez du joli mot de pathologie. Bon, quoi on est responsable? Écoutez, on fait partie du monde politique. Et si le monde politique déçoit, c'est aussi que les journalistes, à commencer par moi, ne peuvent pas décevoir. Je ne vous accuse pas vous. Non, mais quand je dis vous, c'est collectif aussi. Ouais. Mais c'est vrai, à partir du moment où il y a ce rejet du monde politique, et le rejet du monde politique, il est très simple. Hein. Le rejet du monde politique, c'est l'échec des politiques successives à sortir la France de la crise. Et en même temps, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à sortir la France de la crise? Dès qu'on propose une solution un peu énergique, les Français la refusent. Merci. Le livre s'appelle Les pathologies politiques françaises. Vous découvrirez non seulement la politique française depuis 1981, mais bien avant, depuis le début du XXe siècle, et même les batailles monarchiques, exactement. Oui, justement, la monarchie rythmée par les révolutions 1830, 1848, 1870, les grandes grèves avant 1914, et puis évidemment 36, 34, même le 6 février. Bref, c'est notre histoire politique. Merci Alain d'être venu. Merci. Nous sommes ravis. Vous devriez travailler à Radio Classique. Enfin bref. Vous êtes bien sur Radio Classique.